Aujourd'hui, je participe à une dégustation d'un nouveau club que nous avons formé il y a un an. Nous nous réunissons tous les 2-3 mois. C'est très difficile de concilier les agendas. Beaucoup d'entre nous sont des voyageurs. Et donc ce soir, nous avons réussi à être 5. Nous sommes en général, enfin nous sommes au nombre de 6 au total, mais nous sommes, je pense, jamais encore réunis à 6. Aujourd'hui, nous sommes 5. Et donc chacun apporte une ou deux bouteilles. Moi, j'apporte une bouteille. Et comme j'aime bien me démarquer et j'adore les vins anciens, j'ai pioché dans un vieux Bordeaux. Un Bordeaux qui a un certain âge, puisqu'il date de 1959. Donc c'est ce Château Canon de Saint-Émilion. Alors on est sur la rive droite. Château Canon est un grand cru classé, c'est même un premier grand cru classé. Le classement des Saint-Émilion par rapport à ce millésime avait tout juste 4 ans. Il est plus récent, beaucoup plus récent que le classement du Médoc. 1955 est donc l'année du classement. Et Canon est premier grand cru classé depuis, je pense, pas mal de temps. Alors c'est un château qui a connu beaucoup de changements de propriétaires. À la base, le mot Canon vient de K-A-N-O-N, du nom d'un propriétaire. Ça, c'était au XVIIIe siècle. Ensuite, il y a eu pas mal de changements de propriétaires, jusqu'à une famille qui s'appelle Fournier, qui au gré des mariages a repris le château, a beaucoup investi dans ce château-là. C'était d'ailleurs à cette époque-là, époque Fournier. Et en 1996, c'est la famille Wertheimer qui est propriétaire de Chanel, qui est aussi propriétaire d'un autre grand château, cette fois-ci dans le Médoc, qui est Rozan-Ségla, qui est un superbe château, et donc a pris possession et a beaucoup investi dans ce château-là. Alors là, nous sommes dans une période qui n'a rien à voir avec la période Chanel. Nous sommes dans une période, alors 1959 est une grande année dans le Bordelais, c'est peut-être pas aussi grand que 1961, mais c'est une très très belle année. Il y a eu avant 55, 53, 59, 61, pas 57, mais on va dire que toutes ces années impaires étaient superbes. Ensuite, les années impaires sont un peu parties en eau de boudin, parce que 63, 65, 67, 69 à peine potable, 71 ça commence à être un peu mieux, à nouveau 73, il faudra attendre 75 pour avoir une bonne année. Voilà, et après on est reparti sur des mauvaises années. Donc il n'y a pas de règle, mais en tout cas c'est un vin qui a un âge canonique. Il a 65 ans, bientôt 66. Là c'est une mise négociant, comme ça se faisait très souvent, donc c'est pas une mise château, mais une mise château n'est pas forcément meilleure ou moins bien, ça dépend des bouteilles. Donc, puis ça dépend des fûts que reçoit le négociant. Là, c'est un négociant bordelais qui, je pense, n'existe plus, qui s'appelle Anapier Perlongue et compagnie. Bien, alors le vin, j'ai eu du mal à extraire le bouchon, mais je suis quand même heureux parce que j'ai réussi à extraire tout le bouchon, donc tout va bien. Et en petits morceaux, mais j'y suis allé petit à petit. Il doit y avoir peut-être un petit bout de liège à la surface que je pense pouvoir aussi enlever. Et le niveau est, ma foi, excellent, parce que là, on est vraiment au niveau de quasi haute épaule, entre mi-épaule et haute épaule, ce qui est pour un vin de cet âge-là très bien. Voilà. Alors, je vais servir le vin et vous le commentez. Je ne l'ai pas encore ni senti, ni regardé la couleur. En plus, ce sont des bouteilles qui ressemblent aux vieilles bouteilles du Piémont. C'est des bouteilles de couleur très foncée. Donc, on a du mal à voir la couleur du vin à travers le verre. Voilà. Alors, la couleur, telle que je la vois ici, est une couleur très évoluée, qui est vraiment le signe d'un vin vieux, mais avec encore quelques rares reflets rouge orangé. Donc on n'est pas sur une couleur café, ni thé, mais on a encore plutôt thé rouge, si je peux dire. Voilà. Alors maintenant, bon, il faut attaquer, et puis on va voir sur quel type de bouteille on tombe. Tout est possible. Alors, le premier nez est net et assez beau, mais plutôt discret. Donc je pense que le vin a besoin de s'aérer
pendant toute la soirée. Ça fait pas longtemps que j'ai ouvert. Donc, on est à température de cave, donc très légèrement frais. Il doit être à 14, peut-être 13, 14 degrés. Maintenant, dans le verre, peut-être 15. Et pour le moment, je sens des arômes légèrement floraux et un peu épicés. Alors, l'attaque est très douce, très suave. Et il y a une, une belle aromatique qui est extrêmement douce. C'est un vin très rond, très très rond, et encore en bonne santé. Je ne dis pas qu'il est au summum de sa forme, mais il tient encore très bien la route. J'imagine qu'à cette époque-là, d'ailleurs, c'était des vins qui étaient très durs à déguster très jeunes. Il fallait les attendre très longtemps. Et donc là, finalement, c'est peut-être mieux de le déguster maintenant que dans les années 60, comme on pourrait faire aujourd'hui, avec les vins des années 2010 qu'on boit maintenant, qui sont beaucoup plus faciles à boire. Ça, c'est un vin de très longue garde. Et effectivement, la longue garde récompense le vin au bout de tant d'années, de plus de 60 ans. En tout cas, c'est un très beau vin. C'est un vin qui est à l'âge de la retraite, si on peut dire. Et il est encore en pleine forme. Il veut être très actif. Il veut encore montrer qu'il a quelque chose, en tout cas, à partager. C'est un superbe vin. Donc, je vais redéguster pour vous donner un peu plus de ressenti. Encore pas mal de fruits, beaucoup de rondeur. Alors, la rondeur du merlot, mais le merlot qui a évidemment beaucoup évolué, et en étant encore vif, et une très belle acidité, et une texture en bouche qui est d'une grande légèreté aérienne. C'est un vin qui passe avec beaucoup de facilité et qui a une très grande buvabilité, alors qu'on est face à quelque chose qui peut parfois tourner sur des arômes qui sont difficiles, avec de la noix, etc. Il n'y a rien de ça, pas de côté balsamique, pas de côté fruits secs. Au contraire, on est encore sur une rondeur, et je pense que l'acidité lui a permis de subsister, en tout cas en bonne forme, aussi longtemps qu'il a pu l'être jusqu'à ce jour. Voilà. Très belle bouteille, bon, une mise négociant qui est superbe. J'aurai plaisir de la partager avec mes amis, en étant évidemment très curieux de voir ce qu'ils ont apporté. Je vous dis santé et à bientôt. Alors, hier soir, j'ai donc apporté mon Château Canon 1959 à ce groupe d'amis. Nous étions 5, puis un sixième s'est greffé, que je ne connaissais pas, très sympa, dont on a fait la connaissance sur place. Et donc, ce Château Canon, je reviendrai là-dessus. Donc, nous l'avons dégusté, mais au-delà de ça, il y avait donc d'autres vins. Chacun avait apporté sa cuvée qu'il avait soigneusement choisi. C'est toujours un grand moment parce qu'on est là, chacun en train d'essayer d'imaginer quels sont les différents flacons qu'on a envie de choisir. Moi-même, j'ai hésité avant de prendre ce canon, et puis il y en a d'autres qui ont fait pareil. Donc, on s'est retrouvés. Puis il y a eu des choses assez inattendues que je vais vous conter. Donc, le premier vin, nous l'avons dégusté à l'aveugle. Et là-dessus, je dois dire que j'ai été vraiment pas bon. Mais vraiment pas bon. Preuve en est que il y a des vins, l'exercice à l'aveugle est très difficile. Parfois, on se raccroche à des mémoires qu'on a et on se dit, bah, tiens, ça me rappelle tel vin, et après, on part dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Mais là, je suis vraiment pas parti dans la bonne. En tout cas, c'était un très beau vin blanc. J'avais du mal à le situer. J'avoue que j'avais beaucoup de mal. Donc, au départ, je suis parti sur du chardonnay, pas du chenin blanc. J'ai mis du temps avant de... souvent, d'ailleurs, on procède par élimination. Donc, pour moi, c'était un vin qui avait un caractère un peu sudiste. Donc, je me dis, c'est peut-être un chardonnay de Catalogne. Bah, tiens, Catalogne côté espagnol. Il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis dit, pourquoi pas. Il y avait cet aspect-là là, de gourmandise parfois qu'on peut retrouver dans le chardonnay, sans le gras, mais pas un chardonnay très, très profilé, mais un chardonnay plus voluptueux.
Bah, pas du tout. Pas du tout. Et puis, l'âge, là, je ne me suis pas trop trompé, parce que j'ai dit une quinzaine d'années. Effectivement, j'ai dit entre 10 et 15 ans, et là, je suis tombé juste. Parce que c'était un vin qui était d'une grande jeunesse, donc c'était en 2011, Smith ou Lafitte. Donc, euh, pourcentage, je crois 60% de Sauvignon blanc. Le reste, c'est du sémillon et un peu de muscadelle, quelques pouillèmes de muscadelle, donc trois cépages, mais essentiellement Sauvignon blanc. C'est fou ce que le terroir peut faire sur un vin, parce que le Sauvignon blanc, c'est finalement le cépage euh, du Pouilly fumé, du Sancerre, toute cette partie orientale de la Loire, mais on a du mal à imaginer en fait qu'on est dans le sud-ouest, aussi loin, mais aussi par mes connaissances, ce qui m'arrive tellement peu souvent, qu'on pouvait le voir sur ce canal, d'aborder des vins blancs secs. Autant les sauternes, ben, ça m'arrive assez souvent, autant les vins blancs secs, c'est plus rare. Bien. Ensuite, donc, on a fait un petit tour de table et on a essayé de qualifier les vins que nous avions apportés en termes de corpulence, de puissance, etc. Puis j'ai vite réalisé qu'en fait le canon était le vin le plus délicat. Et donc, qui dit vin plus délicat, il vaut mieux commencer par le vin plus délicat. Pas une question d'âge, c'est que le vin en tant que tel, comme vous avez pu le comprendre, est un vin de grande finesse, de grande délicatesse. Donc, essayez de le déguster après un vin très puissant, ça risque de le desservir. Donc, nous avons attaqué le canon. Et là, c'était merveilleux de voir tout le monde d'avoir apprécié ce vin, comme j'ai pu l'apprécier ici même, quelques heures plus tôt. Le vin était évidemment ouvert depuis plus longtemps. Et j'ai laissé parler les personnes. Et puis, il y en a qui ont pensé à un vin français, d'autres à un vin espagnol, quelqu'un à un vin italien. Mais toujours est-il que personne n'a deviné l'âge, je ne parle pas de l'année, hein, mais même la fourchette. Au mieux, au plus vieux, c'était 30 ans. Et là, quand j'ai découvert l'étiquette, il y a quelqu'un qui à un moment donné a dit ça me fait penser à un Merlot, et puis il est parti sur les vins de Loire, ça lui faisait penser à un Cabernet Franc. C'est intéressant parce que Canon, l'encépagement, si je crois 60% Merlot, la proportion a un peu changé ces dernières années, et 40% de Cabernet Franc. Donc effectivement, il y a ces deux cépages, donc bravo, mais l'âge est absolument trompeur. Ce vin est encore d'une grande vigueur, d'une grande jeunesse, et nous l'avons dégusté tout au long de la soirée par petits jets, et à chaque fois, il y avait quelque chose encore de nouveau que ce vin voulait livrer, et il fallait en fait le faire parler. Ensuite, nous avons dégusté un autre vin à l'aveugle. Là aussi, ça a été pour moi, j'aurais jamais imaginé, alors que j'aurais peut-être dû reconnaître, mais bon, c'est comme ça. C'était un vin alors d'une assez belle puissance, assez belle rondeur. Là, évidemment, rien à voir avec le canon, c'est un vin beaucoup plus jeune, encore plein de cette vigueur de la jeunesse et parfois ce côté de tanins qui sont déjà un peu fondus, mais qui peut encore vieillir et durer quelques années. Et là, c'est un domaine que je connais, qui d'ailleurs a fait l'objet de la toute première vidéo que j'ai jamais enregistrée pour ce canal, que j'ai faite en 2020. C'était un Claude Laubac 2005 qui a été le premier vin. C'était en plein confinement, premier confinement de mars 2020. Donc pour vous dire que ça a 5 ans. Là, nous étions sur un Claude Laubac que moi-même j'avais perçu comme ayant 15 ans, peut-être 20 ans d'âge. Ben là, c'était effectivement 20 ans, en 1994, absolument magnifique. Je ne sais pas pourquoi moi j'ai parti sur du vino de Tinto Fino, c'est-à-dire le cépage Tempranillo de Ribera del Duero. J'étais sur Ribera del Duero au Toro. Ensuite, le vin suivant, alors ce n'est pas un vin à l'aveugle, là nous savions ce que nous buvions. Je dois dire qu'à l'aveugle, je me serais aussi trompé. Je l'ai bu une seule fois, c'était le Clos de la Baudriotte en Chassagne-Montrachet rouge, du grand vigneron de Chassagne, probablement le plus grand, qui est Ramonet, donc qui est surtout connu pour ses blancs. Ces grands blancs, ces grands crus de Montrachet, Patard de Montrachet, etc. Là, nous étions sur un rouge, donc un Chassagne de Montrachet premier cru, qui est complanté d'ailleurs, ce clos en blanc et en rouge. Donc vous le trouverez en chardonnay, vous le trouverez en pinot noir. Là, c'est la version pinot noir. Ce vin rouge, il faut l'avoir goûté une fois. Ça ne ressemble pas trop
au pinot noir habituel. En tout cas, rien à voir avec même les Volnay, les Pomards, si on en reste à la Côte de Beaune. On est vraiment sur un vin d'une grande force, grande puissance, probablement parce qu'il y a plus d'extraction et plus de travail avec les pots, qui donne un vin que j'avais goûté en 2019 lors d'une dégustation aussi à l'aveugle, dans un restaurant d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de commenter ici. J'avais apporté moi-même un Vegas ici, un vieux Vegas ce soir-là. Et là, nous sommes repartis en 1996, donc presque 30 ans. Un très beau vin, très très beau vin, très concentré, très impactant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et suite à ça, le propriétaire des lieux nous a ouvert sa cave et nous a proposé plusieurs bouteilles. Il nous a laissé le soin de choisir. Et là, nous étions deux et nous étions d'accord très vite pour ouvrir un Imperial, donc en Rioja, de la Compañía Vinicola del Norte de España, ce qu'on appelle aussi communément la CUNE, en 1957. Donc le Imperial Gran Reserva, qui est un vin que j'ai déjà dégusté, je crois même que je l'ai commenté ici, qui ne déçoit jamais, bien que ce soit 57, encore d'une jeunesse fabuleuse. Alors évidemment, il a les côtés de ce vin vieux qu'on recherche. Hein. Je ne parle pas du côté, le vin qui a tourné, non, non. Les bons côtés d'un vin vieux, c'est le côté espèce de très légère amertume au nez déjà, et puis ces senteurs épicées et d'épices orientales, et en bouche, une grande finesse, mais aussi très épicée, même s'il y a encore du fruit. Mais le fruit, on a l'impression qu'il a macéré avec les épices. Là, c'était vraiment absolument superbe. Et ensuite, la personne qui avait apporté le Clos de l'Aubac a décidé de dégoupiller sa deuxième bouteille, parce que la fois précédente, il avait apporté un très bon Mobiliero de Brulotto, mais qui malheureusement était bouchonné, d'ailleurs, que j'ai commenté ici, avec mon grand regret de goûter un Mobiliero bouchonné, qui était vieux en plus, qui datait de 2009. Là, nous sommes partis sur un vin qui était franchement magnifique, qui est un Penfolds, une cuvée que je ne connaissais pas, qui est franchement une cuvée absolument superbe, qui s'appelle RWT, qui est le Bin 798, 100% Shiraz. Personnellement, je ne le mettais pas en Syrah, mais une fois que j'ai vu l'étiquette, j'ai dit, mais comment n'as-tu pas reconnu ce cépage-là? Parce que je trouvais que ce cépage-là avait une expression très différente de ce à quoi j'étais habitué. Et là, je n'étais pas du tout parti. En tout cas, on est tous partis en hémisphère nord, personne en hémisphère sud. Et cette cuvée est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de goûter, je vous la conseille. Et donc là, c'était sur un millésime plutôt récent, 2019, qui est un assez beau millésime sur cette partie-là du monde, comme d'ailleurs en France, mais indépendamment, parce qu'il y a 6 mois d'écart. Là, on a vraiment un vin qui a déjà 6 ans. En tout cas, puisque là, ça doit être, on est pas loin des vendanges, on doit être pendant les vendanges. Oui, on doit être carrément dans les vendanges en Australie en ce moment, sur le millésime 2025. C'est drôle de le dire, hein, que les vendanges ont déjà commencé. Mais ça, c'est la richesse de notre planète. Et ensuite, nous avons goûté 2 champagnes. Un champagne que j'avais jamais eu l'occasion de goûter, pour le fun. Je dis pour le fun, parce que c'est quand même un champagne qui est quand même très haut de gamme au point de vue tarif, si je puis dire, déjà. Au point de vue bouteille aussi, qui est le Ace of Spades doré de Armand de Brignac. C'est un champagne qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux, parce que effectivement la bouteille dorée, la couleur dorée d'ailleurs du champagne était superbe, et les bulles extrêmement fines. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là, pour être franc, parce que je voyais plutôt un champagne de mondain, si je puis dire. Pas forcément le champagne d'amateur, mais c'est vraiment un champagne d'amateur. Et à côté de ça, nous avons dégusté la réserve, le réserve, ça s'appelle plutôt, d'une grande maison que j'aime bien, qui s'appelle Bicard Salmon, qui fait des très 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 belles cuvées, dont une cuvée de rosé que peut-être vous connaissez, qui est magnifique. Et donc cette soirée, écoutez, le partage, à nouveau, essentiel dans toute soirée entre amateurs de vin. Et puis, ce château canon, que je voudrais conclure là-dessus, qui porte ses
65 ans, presque 66 ans d'histoire, et qui pourtant nous délivre encore un message qui est un message de vigueur et de jeunesse. Donc on va dire qu'il a l'âge de la retraite. Voilà, il a fait tous ses trimestres, il est prêt à partir à la retraite, mais il a encore une grande vigueur et beaucoup de choses à nous raconter, et tout ça dans une ambiance unique de cet endroit-là, avec des couleurs, des lumières particulières qui font que cette soirée avait un cachet vraiment unique. Donc voilà, je vous dis en tout cas, et j'espère à très bientôt.